Chers amis, nous revoilà pour la partie numéro 2. Donc, comme je vous le disais dans la partie numéro 1, la partie 2 sera un peu plus longue, parce que je vais avoir une approche chronologique sur la révolution haïtienne. Donc, je vais partager mon écran pour que vous voyez ce dont nous allons parler. Donc, en fait, ce dont nous allons parler, c'est de la révolution haïtienne de 1791 à 1804. Les causes de la révolution, on va avoir un regard sur Toussaint Louverture spécifiquement. C'est un personnage que j'apprécie énormément. On va regarder également les personnages et événements clés que je mettrai au début plutôt qu'à la fin. Parce qu'avant, je le mettais à la fin, mais ça n'a pas beaucoup de sens pour vous donner un sens de qui est qui et qui fait quoi. Je vais expliquer quels sont les personnages clés et les événements clés au début. Puis on verra la réponse internationale, à la fois politique et géopolitique, des ramifications de la révolution. Ok. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Donc maintenant, on va attaquer, euh, comme on dit, à fond. Donc, les causes de la révolution. Ok. Donc, la révolution haïtienne fut un événement complexe et multifacette. On peut voir qu'avec chaque révolution, soit la révolution française ou la révolution donc américaine, que l'on a pu regarder ensemble dans une vidéo précédente, que ce sont toujours des événements, c'est assez complexe. Ok. Donc, c'est multifacette selon le contexte à partir duquel on arrive à la révolution. Ok. Donc, la révolution haïtienne est dans le même cas, elle est complexe, elle est influencée par une variété de facteurs et certains de ces facteurs les plus significatifs incluent notamment l'insatisfaction croissante parmi les personnes en esclavage, les conditions difficiles, le traitement brutal des personnes en esclavage à Saint-Domingue ont engendré un mécontentement généralisé et un désir de liberté. Ce qui est naturel, ce sont des êtres humains avec une envie de prospérité, de vivre naturellement, et ils sont maltraités, traités comme des objets, torturés, démembrés. Enfin, c'est vraiment horrible. Le Code noir, faut comprendre, c'est quelque chose d'absolument horrible en termes de torture, en termes de traitement humain, absolument horrible. Il y a aussi le fait que il y a l'impact de la Révolution française. Alors, non. Alors, elle a démarré en 1789. La Révolution française a suscité des questionnements chez de nombreux esclaves et personnes de couleur libre quant à la légitimité du pouvoir colonial et les a poussés à revendiquer davantage de droits. On voit un point commun qui existe entre chaque révolution, c'est l'influence et la tentative de, de grandir de la classe moyenne. Quand on a pu voir ça avec la Révolution américaine et la Révolution française, où il y a un transfert de pouvoir dans la Révolution française de l'aristocratie vers la bourgeoisie, et on voit pas la même situation, mais une situation à peu près similaire avec la société américaine qui n'a pas de développement économique, pas de prospérité économique, et qui est prise dans les entrailles d'un empire britannique très fort. Et donc les gens veulent s'émanciper de ça. Et ben, pour les gens de Saint-Domingue à l'époque, c'est exactement ça. Ils veulent grandir, ils estiment que ils ont le droit et le devoir d'être libres. Les agissements des colons blancs, souvent divisés entre eux et en conflit avec les personnes de couleur libre, ont contribué à l'aggravation des tensions qui ont mené à la Révolution. Oui, parce que quand ils bénéficient d'une situation et qu'ils bénéficient de l'esclavage au détriment des autres, ils veulent que la situation continue, sans pour autant considérer la souffrance de l'autre. Au lieu de considérer la souffrance et ce qu'il va y perdre, mais en contribuer à la, à la, je veux dire, au bien-être de son prochain, non, il préfère faire souffrir l'autre et en profiter. Ce qui est un non-sens absolu. Donc, personnage et événement important. Donc, je voulais mettre cette partie maintenant parce que c'est important de savoir qui est qui. De nombreux personnages et événements clés ont joué un rôle crucial dans la révolution haïtienne. Premièrement, Toussaint Louverture, qui est un personnage, je ne le cache pas, que j'admire énormément. Toussaint Louverture était autrefois un esclave qui s'est distingué en tant que brillant chef militaire et stratège. Il a mené les forces rebelles à la victoire contre les armées françaises et espagnoles. Pour moi, il est vraiment au-delà de ce qu'on veut bien, de la manière dont on veut bien le dépeindre. Je pense que c'était vraiment lui et et Jean-Jacques de Salines, c'était des personnages extraordinaires et d'une intelligence et d'un QI absolument exceptionnel, de mon point de vue.
Jean-Jacques Dessalines, c'est un ancien esclave comme Toussaint Louverture qui a joué un rôle essentiel dans la Révolution. Il est devenu le premier dirigeant d'Haïti, d'une Haïti indépendante. Napoléon Bonaparte, on connaît tous le personnage, mais je vais faire une longue vidéo sur lui pour établir une vérité. Okay, c'est quelqu'un que je n'apprécie absolument pas, qui est un boucher, un psychopathe, mais qui a quand même des qualités comme tout être humain. Mais donc, pour dire ce qu'il est, Napoléon Bonaparte est né en Corse de lignée noble. Son grand-père avait été anobli en 1752, quelque chose comme ça. Il a rapidement gravi les échelons de l'armée en raison d'une pénurie d'officiers disponibles. Il s'est révélé lors du siège de Toulon et des guerres révolutionnaires. Il a réussi un coup d'État en 1799 pour renverser le directoire, donc il renverse la République. Euh, il s'autoproclame premier consul à vie avant de devenir finalement empereur des Français. Personnage extraordinaire. Tue la République, il se met empereur. Génial. Et corruption à tout va. Voilà, pour moi, c'est le personnage français qui a institutionnalisé la corruption en France. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le cas. Ok, le général Charles Victor Emmanuel Leclerc était un officier de l'armée française qui a servi pendant les guerres de la Révolution française. Il était l'époux également de Pauline Bonaparte, donc la sœur de Napoléon. En 1801, Leclerc est envoyé à Saint-Domingue, où les forces d'invasion sous son commandement vont capturer et déporter le leader haïtien Toussaint Louverture vers la France pour le laisser mourir dans un cachot et dans le cadre d'une tentative infructueuse de rétablir le contrôle français sur Saint-Domingue et de rétablir l'esclavage dans la colonie. Ça va être le but, mais maintenant il y a des ramifications chacun va jouer un rôle important. Henri Christophe, un autre ancien esclave devenu un puissant chef militaire et gouverneur de la partie nord d'Haïti. Moi, je veux juste répéter là-dessus que les trois personnages que je viens de citer, c'est exceptionnel. Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines et Henri Christophe sont des personnes assez exceptionnelles en termes de compétences, d'adaptabilité aux situations qui sont assez exceptionnelles. Donc il y a deux événements clés dont on va parler un petit peu après. C'est la révolte des esclaves de 1791 avec cette révolte dirigée par Duty Boukman, dont je vais parler dans quelques instants. La déclaration d'indépendance en 1804, le peuple haïtien proclama son indépendance vis-à-vis de la France, fondant ainsi la première république noire en dehors de l'Afrique, ou plus précisément une monarchie sous Jacques Ier d'Haïti, puisqu'il va être l'empereur d'Haïti. Okay. Effectivement, l'indépendance n'est pas l'intention initiale, c'est ce que je vais vous démontrer durant la discussion. Okay. Je voulais juste introduire cet article avant de commencer sur le cœur du sujet, mais il y avait cet article de Caroline Flick, qui est une professeure universitaire à l'université Concordia, ici à Montréal. Et elle a fait elle a publié un article dans History Today en juin 2020, et où elle a fait un article qui s'appelle La jeunesse d'Haïti. Donc je l'ai contactée pour organiser un podcast avec elle. Elle n'a pas encore répondu, mais j'espère qu'elle répondra pour qu'on puisse avoir une discussion ouverte sur la manière dont j'ai abordé le sujet d'Haïti et pour avoir son visage, son avis universitaire sur le sujet. Les origines, donc on va maintenant aller sur les origines de Toussaint Louverture. Je vous ai dit, hein, je vais faire un petit focus sur Toussaint Louverture. Et je vais vous dire ce que moi, je sais de l'origine de Toussaint Louverture. Concernant l'origine du nom Toussaint, il est généralement admis qu'il provient du mot français Toussaint, qui signifie tous les saints. Ce prénom est fréquemment attribué aux enfants nés le 1er octobre, jour de la Toussaint. Okay. Il est envisageable que l'ouverture ait reçu ce nom soit à la naissance ou ultérieurement dans sa vie militaire. Et je vais expliquer pourquoi, parce qu'il est quelqu'un qui est un stratège militaire, il a des idées différentes et il crée des ouvertures avec ses idées. Okay. Il est rapporté que l'ouverture serait née en mai 1743 ou en 46. Bon, c'est pas très clair la date de naissance de l'ouverture sur la plantation de Bréda à Haut-du-Cap, à Saint-Domingue. Selon Isaac, le fils de l'ouverture, qui est une source importante pour sa biographie, l'ouverture sera née dans la colonie en 43 ou en 46, en tant que petit-fils du souverain
Arada Gauguinho, ok, désolé hein, si je prononce mal, et en 1776, en tant qu'ancien esclave, il est affranchi et employé par le créole blanc, comte de Noé. À la fin de la décennie, tout ça entretenait une relation avec Suzanne Simon-Baptiste, une femme esclave de Placide. L'ouverture et Suzanne eurent deux enfants, Isaac et Saint-Jean, ce dernier étant né en 1791, année du début de la Révolution. Okay. Donc la Révolution débute en 91. Donc c'est là où on va regarder comment la Révolution débute. En l'an de grâce 1791, un rassemblement d'individus asservis dirigé par Boukman Duty eut lieu dans une forêt près d'une plantation à Morne-Rouge, le 14 août 1791. Lors de la cérémonie du bois caïman, une femme esclave nommée Cécile Fatiman ou Fatiman sacrifia un cochon et offrit son sang à l'Assemblée, ce qui aurait initié la révolution haïtienne. Boukman aurait ainsi lancé un appel à la guerre ou à la révolte en créole haïtien, en disant globalement, le Dieu de l'homme blanc l'incite à commettre des crimes. Notre Dieu ne demande que des actions vertueuses de notre part. Cependant, ce Dieu qui est si bon ordonne la vengeance. Il dirigera nos actions, il nous apportera son aide. Effectivement, ce qu'elle insinue, c'est que ce que cette personne insinue, c'est que le Dieu de l'homme blanc est Satan et que le vrai Dieu sera derrière les Haïtiens comme il a été derrière Israël lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Plus de 1500 domaines caféiers et sucriers auraient été détruits d'ici septembre 1791 et 80 000 esclaves étaient en rébellion ouverte. En réponse, l'Assemblée nationale, donc c'était à l'époque en 1791-92, c'est la législative qui est en place, donc c'est l'Assemblée nationale qui est d'une forme nouvelle, qui s'appelait la législative, et en 1791, c'est déjà la deuxième constitution française. Il y en a eu une première en 1789, il y en a une deuxième qui est créée en 1791 pour réaffirmer certains aspects ou renforcer certains de l'aspect de la première révolution, de la première constitution. Donc, l'Assemblée nationale a dépêché 3 commissaires civils qui sont des émissaires de l'Assemblée nationale pour établir l'ordre. C'est un échec. Une deuxième commission française composée de Léger, Félicité Sontonax, Étienne Polverel et Jean-François Ayot furent envoyés pour mettre fin à la révolte. Okay. Maintenant, on va passer un ordre chronologique. 1792. L'Espagne a déclaré la guerre à l'Angleterre et à la France en mai 1792. Tandis que la France, en pleine révolution, a exécuté Louis XVI et a déclaré la guerre à l'Angleterre en juin 1793. Donc le roi a trahi la France, il est arrêté parce qu'il a voulu fuir à Varennes, on l'arrête, on le ramène, on le juge, on le guillotine en janvier 93. Marie-Antoinette c'est en novembre qu'elle est jugée et guillotinée, et en janvier 93, eux, ils déclarent la guerre à l'Angleterre. L'Angleterre est encore une monarchie constitutionnelle, mais une monarchie quand même. Donc l'Angleterre, la France et l'Espagne se sont affrontés pour le contrôle de la colonie sucrière la plus riche du monde, qui est Saint-Domingue. Donc c'est le cœur du problème pour les pays européens. 1793, en juin, une grande partie de Cap français a été ravagée par les flammes, entraînant la fuite des colons blancs de Saint-Domingue vers les États-Unis et Cuba. Polverel et Sontonax, les émissaires de l'Assemblée nationale, ont émis des décrets d'émancipation générale distincts pour leurs districts coloniaux respectifs dans un acte de désespoir. Comme ils ont trop peur de ce qui se passe, ils donnent des décrets d'émancipation. Okay. Bon. Au cours de ces événements, l'ouverture est devenu le commandant le plus important de la rébellion, incitant ses troupes à abolir l'esclavage. L'appel à l'unité de l'ouverture a été publié le 29 août. Et il dit, donc il reprend Duty Boukman en disant frères et amis, j'ai entrepris de me venger, je souhaite que la liberté et l'égalité règnent à Saint-Domingue, je travaille à les faire exister. Rejoignez-nous, frères, et combattez à nos côtés pour la même cause. 1794, donc c'est un cri à l'unité, 1794. En février, les Jacobins français, c'est un parti politique, c'est
l'émanation de la gauche, il me semble. Donc les Jacobins français ont dû abolir l'esclavage. Vous savez, il y avait cette société des Amis des Noirs qui a été créée en 1788 et qui a cessé d'exister en 91. Mais elle a répandu les idées que il fallait l'émancipation des esclaves. Donc à l'échelle nationale et dans les colonies, l'esclavage est aboli. Donc l'ouverture et son armée ont remporté la victoire contre l'Angleterre et l'Espagne qui voulaient prendre une part importante de Saint-Domingue en collaboration avec Étienne Lavaux, un général français. Donc il y a une collaboration entre les Noirs émancipés et l'armée française pour repousser l'Angleterre et l'Espagne. Donc Lavaux a baptisé Toussaint du nom de l'ouverture en ajoutant que cet homme crée une ouverture partout où il va. Donc il a une véritable influence militaire. Donc on avance un petit peu dans le temps, 1796, Sontonax, le député de la législature française qui est un émissaire de l'Assemblée nationale, nomme l'ouverture au poste de commandant en chef de l'armée. Donc maintenant il est un général de l'armée française. Il n'est plus un simple commandant ou capitaine, il est un général de l'armée française qui commande, qui est le chef qui est commandant en chef de l'armée de la colonie de Saint-Domingue. 1797, en août, donc Sontonax est contraint de retourner en France par l'ouverture. Donc c'est l'ouverture qui lui dit, bah écoute, tu retournes en France, ce qui entraîne une expulsion humiliante et forcée. Les autres commissaires civils restants se soumettent à l'ouverture, confirmant ainsi qu'il est la figure la plus puissante à Saint-Domingue. Plutôt que de gagner des faveurs à l'étranger, il est perçu comme une menace majeure. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas censé donner d'ordre aux représentants de l'Assemblée nationale, mais prendre des ordres de leur part. Donc il est déjà en conflit avec eux, avec cette impression de commander des représentants de l'Assemblée nationale. En août et en hiver de 97, l'armée de l'ouverture conquiert la majeure partie de Saint-Domingue occidental, occupée par les Britanniques. Dans le sud, l'armée de Rigaud remporte la victoire contre les forces britanniques à Jérémie. Donc l'armée française, dirigée à la fois par Rigaud et par l'ouverture, maintiennent les Britanniques à baie. 1798, en mars, les Britanniques abandonnent leur lutte pour Saint-Domingue et entament des négociations de paix avec l'ouverture. Ils ne négocient pas avec Rigaud, ils ne négocient pas avec les envoyés de l'Assemblée nationale, ils négocient avec l'ouverture parce que c'est l'homme le plus fort de Saint-Domingue à cette époque. L'administration s'engage à accorder une amnistie complète aux citoyens français qui ont combattu aux côtés des Britanniques, ainsi qu'à tous les soldats noirs enrôlés dans l'armée britannique. Après le retour de Sontonax, la France dépêche un autre agent de Saint-Domingue, un autre agent à Saint-Domingue, le commissaire Hédouville, se rend à la ville du Cap. Son objectif est de diffuser les lois législatives françaises, de consolider le respect de l'autorité nationale française, de dissuader les individus noirs d'abuser de leur liberté et d'appliquer strictement la loi française aux 1771 immigrants. Hédouville sépare l'ouverture et Rigaud afin de les affaiblir en réaction à l'inquiétude croissante de la France face à l'ouverture et son armée noire. En fait, il est considéré que Rigaud se sent vraiment inférieur à l'ouverture, il se soumet à lui en fait. Donc il considère vraiment l'ouverture comme quelqu'un de supérieur, à la fois militairement, à la fois d'intellect, et il se soumet à lui. Donc pour éviter que les deux soient ensemble, parce qu'ils travaillent bien ensemble, ils s'entendent très bien en fait, bah, Hédouville les sépare. Malgré son échec, Hédouville contraint l'ouverture à démissionner du directoire. Donc le directoire, c'est le système politique de l'époque, qui est un régime qui est très faible, corrompu dans tous les sens. Et Hédouville le dénigre en France et, et, et le remplace par 3 généraux européens. Il renvoie les hommes noirs aux plantations et remplit l'armée de Saint-Domingue de soldats blancs. Il n'y a plus de soldats noirs. Les esclaves perçoivent les actions d'Hédouville comme une tentative de rétablir l'esclavage, ce qui déclenche de nouvelles révoltes. En fait, on arrive à la fin du directoire. La fin du directoire, ça veut dire le coup d'État de Napoléon. Il y a déjà des démarches qui sont en cours pour préparer l'arrivée de Napoléon. Juin, l'ouverture conclut un traité d'alliance secrète avec l'Angleterre et les États-Unis. Oh, étrange, hein? Les États-Unis sont des alliés des Français. Les Français ont supporté la révolution américaine. Et pourtant, ils vont derrière le dos des Français
en passant des accords avec l'ouverture. Fascinant, hein. En octobre, les forces britanniques se retirent de Saint-Domingue afin de ne pas perturber le commerce colonial français, parce qu'ils en bénéficient. Suite à ces conflits avec l'Espagne et l'Angleterre, les importations coloniales ont permis de relancer l'économie française. L'économie est basée sur le business de l'esclavage et du commerce triangulaire, naturellement. La bourgeoisie marchande fait pression pour établir l'esclavage. Napoléon Bonaparte est soumis à des pressions en France pour renverser l'ouverture et reprendre Saint-Domingue. On n'est pas encore en 99. Le coup d'État n'a pas encore eu lieu, mais on demande déjà à Bonaparte, fais quelque chose. Mais lui, il leur dit, je fais mon coup d'État, vous me supportez, je ferai quelque chose. Donc il donne des promesses avant même le coup d'État. Ce qui prouve, il y a déjà des manigances en juin, il y a déjà des manigances de Napoléon pour renverser le directoire. Fin octobre, par erreur, Hédouville tente d'arrêter Moïse. Moïse, c'est le neveu de l'ouverture. Et c'est l'idole des travailleurs noirs. Il parvient à s'échapper et pousse les ouvriers noirs à prendre les armes. L'ouverture envoie Dessalines qui est déjà fait partie des troupes de l'ouverture. Il envoie Dessalines et ses troupes au Cap pour arrêter Hédouville. Dans le sud, les mulâtres, à l'échelle de la colonie, se rallient à Rigaud. L'ouverture renforce et réorganise son armée du Nord. 1799. En juillet, éclate une guerre civile entre l'ouverture et Rigaud. Rigaud s'empare de Léogane et Jacmel, tandis que l'ouverture prend le contrôle de Petit Goâve. Ce conflit de pouvoir, basé sur la race et la classe, favorise les Américains et les Britanniques, qui cherchent à maximiser le commerce au détriment des Français. Donc les Blancs se mettent des couteaux dans le dos, et Rigaud, il essaie de prendre le pouvoir au-delà de l'ouverture. S'il se dit, bah, j'ai une opportunité, je vais essayer de la saisir. Saisir quoi? Le pouvoir, en fait. Le pouvoir et l'argent qui en découle et l'influence qui en découle. Dans le contexte de la politique internationale, Saint-Domingue était considéré comme un pion sur un échiquier. Ces luttes internes allaient déterminer les gains politiques et économiques recherchés par chacune des trois puissances étrangères. Il faut récupérer un maximum d'influence pour récupérer un maximum d'argent et s'enrichir très vite. En août, l'ouverture avait mené la France à la victoire, exilant Lavaux et tous les commissaires français, devenant ainsi le leader de la colonie. L'ouverture proclame son héroïsme. Je me bats depuis longtemps. Et si je dois continuer, je le pourrai. J'ai vaincu 3 nations. Ce n'étaient pas les seuls concurrents de l'ouverture. En réalité, certains des officiers compagnons de l'ouverture qui avaient été réduits en esclavage, ainsi que ses enfants, ont contribué à sa capture. Il est contesté en interne. Parce qu'il a une vision peut-être qu'il ne partage pas. Il a une vision peut-être qui n'est pas comprise. Il a une vision peut-être qui n'est pas partagée. Je ne sais pas le détail du détail, mais je sais qu'il est contesté. Okay. Donc, comme de nombreux hommes libres de couleur importants, parce que l'ouverture était quelqu'un d'important, il était considéré par la France quelqu'un d'important au départ. Maintenant, il est considéré comme une menace, une véritable menace. L'ouverture envoie ses 2 fils aînés, Placide et Isaac, à Paris pour étudier. L'épouse de Napoléon, Joséphine, originaire de la Martinique, a déclaré que ces jeunes étaient en fait réellement des otages de la France pour l'ouverture. Tandis qu'Isaac affirme qu'il était choyé comme des rois en France. Ils allaient à l'école, ils allaient étudier, ils étaient bien traités, mangeaient bien, il n'y avait aucun problème. Joséphine a mentionné dans ses mémoires qu'elle a conseillé à son mari de ne pas envoyer une expédition à Saint-Domingue, car cela constituerait une décision fatale qui priverait à jamais cette magnifique colonie de la France. Au lieu de cela, Joséphine recommanda à son époux de conserver Toussaint Louverture. On sait aujourd'hui que Joséphine avait une grande admiration pour Toussaint Louverture, qu'elle considérait que c'était un homme d'une intelligence exceptionnelle et qu'il était on va dire le pendant de Napoléon. Napoléon était à l'époque de son influence, était le premier des Blancs, le premier des Noirs était Toussaint Louverture. Et ça s'est retrouvé comme une sorte de confrontation entre les deux, en fait. Toussaint Louverture n'était pas en conflit avec Napoléon. Napoléon était en conflit avec lui. Donc elle dit encore à son mari, cet individu est requis pour diriger la communauté noire. Elle a demandé, quelle objection pouvez-vous avoir à l'encontre de ce leader des personnes de couleur? Il a toujours entretenu une correspondance avec vous. Il a toujours
démontrer son attachement à la France. Il connaît l'étiquette française. Il a toujours eu confiance en la France. Il est même allé jusqu'à remettre ses enfants en otage. En fait, il les met pas en otage. Pour lui, il a confiance en la France. Parce que la France l'a libéré, lui a donné des opportunités. Donc, il est en confiance avec la France. En novembre, donc on est maintenant, on n'est plus en juin 98, vous vous souvenez, en juin 98, il y avait déjà des gens qui disaient à Napoléon Bonaparte, oh, la révolution là, faut que la révolution là, à Saint-Domingue, faut que tu mettes fin à ça. Euh, faut que tu nous ramènes du fric, quoi. Donc lui, il a attendu près de quasiment un an. Bonaparte fait son coup d'État, il renverse le directoire en France en novembre 99. Donc quasiment un an et demi après. Mettant fin à la République démocratique et à ses principes anti-esclavagistes. C'est des négociations, tout le temps c'était des négociations. Il se proclame consul à vie, rétablit le statu quo pré-révolutionnaire de la domination blanche et se tourne vers les colonies françaises. Au lieu de cela, il ordonna à son beau-frère, le général Charles-Victor Emmanuel Leclerc, de se rendre à Saint-Domingue pour réprimander ce qu'il considérait comme l'usurpation de son autorité par l'ouverture. Donc clairement, là, dans sa tête, c'est l'ouverture ou lui. C'est clair. Je le dis pas clairement, là, mais c'est ce qu'on peut comprendre. Maintenant, on arrive dans l'année de grâce 1800. En avril, l'ouverture déploie une expédition militaire en Santo Domingo, espagnol, afin de soumettre le territoire à son autorité. Simultanément, une révolte de masse de travailleurs noirs armés éclate dans le nord, en soutien à l'ouverture. Les négociations de l'ouverture avec les Espagnols échouent finalement, mais il parvient avec succès à obtenir le soutien populaire des masses. Moïse, le neveu de l'ouverture, se déplace vers le sud avec une troupe de 10 000 soldats. En mai, Bonaparte envoie une nouvelle délégation à Saint-Domingue pour confirmer le règne de l'ouverture et mettre en place la dernière constitution de la France. La nouvelle constitution prévoit que les colonies françaises soient régies par des lois spéciales, tenant en considération les conditions locales. Donc, chaque territoire, que ce soit Guadeloupe, Martinique, Sainte-Lucie, Sainte-Sophie, Saint-Domingue, La Réunion, qui s'appelle l'Île-de-France, eh ben, sont régis de manière un petit peu différente. Il est spécifié que Saint-Domingue ne sera pas représenté au Parlement français, ni régi par les lois françaises. Donc, c'est un cas à part, parce qu'ils sont en révolution d'émancipation depuis 91. Donc, ça fait quasiment 10 ans. Sans aborder la question de l'émancipation, naturellement. La Constitution est soigneusement élaborée pour convaincre les personnes noires de son inviolabilité. Donc elle est solide. La Constitution, l'engagement envers Saint-Domingue, c'est solide. Solide avec Napoléon. Un menteur patenté. L'ouverture, quant à elle, l'ouverture, quant à lui, se concentre sur la fin de la guerre civile dans le Sud et sur le désarmement de Rigaud et de son armée. Le 25 juillet, Dessalines remporte la victoire sur Rigaud avec le soutien de navires américains au port de Jacmel. C'est incroyable. Les Américains qui ont été soutenus par les Français se lient avec Dessalines pour faire échouer les Français dans sa tentative de déborder l'ouverture. Parce que l'ouverture a passé des accords secrets avec les États-Unis pour des accords de trade, en fait, pour des accords d'échanges commerciaux. Comme quoi, ça se met des couteaux dans le dos partout. L'ordonnance de l'ouverture exila Rigaud en France et redélimita les zones de conflit. Il accorde une amnistie générale à toute personne qui l'a aidé à combattre Rigaud. Donc il ne tue pas, hein. Je fais remarquer que les généraux, les personnes importantes françaises, ils ne les tuent pas. Il les renvoie en France en disant, bon, voilà, je contrôle la situation. Le 30 août, l'ouverture est proclamé commandant en chef suprême de la colonie. Lui et son armée révolutionnaire d'anciens esclaves sont les forces dominantes incontestées à Saint-Domingue. Il commence à instaurer essentiellement une dictature militaire, mais il ne peut pas en être autrement. Quand on parle de dictature militaire, je prends le terme exprès. Pourquoi? Parce que la vision d'une entreprise militaire, c'est une notion hiérarchique. Il ne peut pas y avoir de démocratie dans une hiérarchie, dans une hiérarchie militaire. Il y a toujours quelqu'un en haut qui commande tout, un commander in chief
ou un colonel ou un général ou peu importe les titres que vous voulez donner. Mais c'est par définition, le militarisme, c'est une dictature en soi, en fait. Donc il dispose d'une armée de 20 000 hommes pour consolider sa position en tant que maître absolu de la colonie insulaire. L'administration coloniale met en place de nouvelles politiques visant à renforcer le système traditionnel des plantations afin de relancer l'économie instable de la colonie et d'augmenter les exportations vers la France. Il s'agit d'une extension et d'un renforcement des codes de travail précédemment imposés par les commissaires civils français tels que Sontonax, Paul Verel et Edouville. Les travailleurs considèrent les politiques comme une tentative de rétablir l'esclavage. Ils s'opposent également au projet de l'ouverture d'importer des Africains pour accorder la main-d'œuvre de Saint-Domingue et soutenir son économie. C'est une stupidité, en fait. L'ouverture, il a compris. En fait, l'ouverture, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut relancer l'économie, s'allier à la France, pouvoir travailler avec eux, se rendre indispensable face aux Français et montrer qu'il est capable de gérer l'économie de Saint-Domingue pour qu'il lui accorde une autonomie. Exactement ce qu'ont fait les Américains. Les Américains ont fait la guerre aux Britanniques, mais ils n'ont jamais corrompu les liens. Ils ont dit non, on se bat, on se défend, on prend le pouvoir, on est émancipé, mais on fait du business ensemble. Et l'ouverture a la même vision. Donc, quand il dit tentative de mettre l'économie en mouvement, mais il faut que les gens travaillent. Tu ne peux pas avoir une économie qui tourne sans que les gens ne travaillent. Moi, je n'ai aucune envie de travailler, mais pourtant, si je me lève tous les matins pour travailler, comme vous également. Donc, c'est exactement pareil. Donc, il veut soutenir l'économie, il veut se rendre indispensable. Sauf que les gens ne comprennent pas sa vision. Ou je crois qu'il ne l'explique pas, ou qu'il ne l'explique pas bien, ou que les gens ne la comprennent pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'est pas compris. Mais sa vision, elle est totalement la bonne. En 1801, le 18 janvier, le gouverneur de Saint-Domingue espagnol cède le contrôle de son territoire à l'ouverture, pas à quelqu'un d'autre. De toute façon, il n'y a plus personne, il n'y a que lui. Hein. Pour pérenniser ces réalisations, l'ouverture met en place une assemblée centrale chargée d'élaborer une nouvelle constitution pour l'ensemble de l'île d'Hispaniola, qui est l'île qui originellement dont elle avait le nom depuis sa découverte en 492 par Christophe Colomb, abolissant ainsi l'esclavage sur toute l'île. Les réalisations de l'ouverture durant ces années au pouvoir comprennent des réformes sociales, la structuration et l'organisation d'un nouveau gouvernement, l'établissement de tribunaux de justice, la constitution et la construction d'écoles civiles et de programmes scolaires. Il a vraiment une vision pour cette île. Mais il a vraiment une vision qui est à la fois économique, sociale, structurelle et politique. Donc naturellement, ça donne un véritable pays, en fait, une véritable nation qu'il veut créer. Sauf qu'il n'est pas suivi en interne. Non. Le mois de février, l'ouverture a convoqué une assemblée afin d'établir la constitution de Saint-Domingue. Il a été achevé en mai, signé par l'ouverture en juillet 1801. Ensuite, cette constitution a été envoyée à Napoléon. Napoléon considérera la nomination de l'ouverture en tant que gouverneur général à vie comme une déclaration de guerre, malgré le fait que le troisième article affirmait que les habitants de Saint-Domingue étaient libres et français. Oui, parce que l'ouverture, il est fidèle aux Français. Il essaie de se mesurer des aspects d'indépendance en signant des accords secrets avec les Espagnols et les Américains, mais il reste fidèle aux Français. Et on le voit dans ce troisième article. Napoléon a mentionné dans ses mémoires que lors de sa deuxième période d'exil à Sainte-Hélène, que cette constitution avait été l'élément déclencheur de l'expédition. Il dit dans ses mémoires, Toussaint savait parfaitement qu'en proclamant sa constitution, il avait abandonné son déguisement et dégainé son épée pour toujours. En fait, lui, c'est vraiment une bataille d'ego, en fait. Lui, il pense vraiment que Toussaint Louverture essaie de se foutre de lui, en fait. Mais en fait, Toussaint Louverture, il est honnête. Il est honnête envers lui. Il lui dit, voilà ce que je veux faire, je veux diriger l'endroit, mais on est français. On est affilié à la France. On est une extension, un département français, si vous voulez. Il est déjà en avance. Il a une vision d'ouverture, c'est incroyable. Un vrai visionnaire, incroyable.
Donc le 8 juillet à Saint-Domingue, l'ouverture proclame la nouvelle constitution et devient gouverneur général à vie. Les valeurs bourgeoises de la Révolution française sont mises en avant dans la constitution remise à la France, qui entérine les structures de l'ouverture. L'esclavage est aboli définitivement et à la constitution civile que tous les individus doivent être admis à toutes les fonctions publiques en fonction de leur mérite et sans distinction de race et de couleur. Toutes les naissances dans les colonies étaient considérées comme égales, libres et citoyennes de la France. Toujours, toujours toujours loyal à la France. La pratique du vaudou est interdite. Le travail obligatoire est instauré. Moi, ce que j'adore, c'est que les choses que les colons demandaient, ils leur donnent tout ça. Ils leur donnent. Il leur dit, on veut être émancipé, on veut être ensemble. Donc la pratique de vaudou, on arrête. Vous vouliez plus la pratique de vaudou, je l'arrête. Le travail obligatoire est instauré, parce qu'il faut qu'il y ait une économie qui tourne. Donc il faut que les gens travaillent. On peut pas rester là à croiser les bras. Dans la Bible, on nous dit que tu croises les bras, la pauvreté va te trouver. Et dans toute religion, on voit dans le judaïsme, dans l'islam, que Dieu nous demande d'être actifs dans nos vies, nous demande de travailler. Et donc le travail obligatoire est instauré et le catholicisme devient la religion de la colonie. Donc vraiment, on leur donne tout. Hein. Pas tout, mais les parties importantes, ils leur donnent. Les exigences de travail obligatoire imposées par l'ouverture suscitent la colère des esclaves noirs qui se révoltent. Incroyable. La Constitution remplace le contrôle français, même si Saint-Domingue demeure une colonie française. Euh, la Constitution vise à assimiler Saint-Domingue à la France, tout en lui accordant une autonomie, donc l'émancipation, et certains avantages. Bonaparte considère la Constitution comme une menace, même si elle ne constitue pas une déclaration d'indépendance. Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire. En fait, il faut comprendre que beaucoup de grandes familles riches, très riches en France aujourd'hui, sont issues du commerce esclavagiste. Les gens, avec l'esclavage, faisaient un fric monstrueux. Ils faisaient un fric monstrueux. Alors, la colonie rapporte de l'argent, le sucre, tout ça. Ça rapporte des sous, oui, il n'y a pas de problème. Il y a un problème de transformation, faut ramener en France, ça prend des bateaux, ça prend de la logistique, ça coûte de l'argent. Mais c'est quand même rentable. Mais l'esclavage, ça leur rapporte un fric, mais pas possible. Donc, ce qu'ils veulent, ils veulent pas faire simplement de l'argent avec l'économie de la colonie. Ils veulent faire de l'argent sur les esclaves. Sauf que les gens en ont marre. Les gens ne veulent plus être esclaves. Donc, ça ne constitue pas une déclaration d'indépendance, mais Napoléon le prend comme tel. Les planteurs expriment leur mécontentement envers Saint-Domingue et souhaitent que Napoléon renverse l'ouverture, rétablisse l'esclavage et redonne vie à la colonie. Redonne vie à la colonie, c'est on veut faire de business dans tous les sens, sur les esclaves, sur les produits qui sont faits. Bonaparte a exprimé son opinion en ces termes. Toussaint n'était rien de plus qu'un esclave rebelle qui devait être éliminé, quel qu'en soit le prix. Parce il est la pierre angulaire qui empêche le retour à un business triangulaire. Ok. Donc maintenant, on passe au 19 juillet. Au 19 juillet. Aux États-Unis, le président Thomas Jefferson communique aux Français son opposition à l'indépendance de Saint-Domingue et son soutien à Napoléon. Donc ça veut dire qu'il y a des négociations, je pense que Napoléon est au courant qu'il y a des business entre l'ouverture et les Américains. Il veut faire stop. Il leur dit, vous avez une dette envers nous, là. Je vais en parler dans la partie 3 d'ailleurs. Et vous avez une dette envers nous, là. Vos amusements avec l'ouverture, ça se finit maintenant. Où on parle plus la dette, là, on parle d'un échelonnement qui sera plus le même. Euh, je peux pas, je n'ai pas de preuves, mais je peux vous garantir que c'est ça. En octobre, l'autorité de l'ouverture est confrontée à une importante insurrection dans le nord où Moïse, donc le neveu de l'ouverture, serait impliqué. 250 blancs sont massacrés à Limbé, à l'ouest du Cap, et les rebelles prennent le contrôle des Gonaïves ou des Gonèves pour éliminer les blancs, euh, rassembler les mulâtres et les noirs et proclamer l'indépendance de Saint-Domingue. Donc ça, on n'est plus une forme d'émancipation ou d'autodétermination. On est dans une phase, maintenant on parle d'indépendance claire et nette de la France, de Saint-Domingue envers la France. Les rebelles prônent une distribution démocratique des terres et accusent l'ouverture de manipuler les paysans pour la France.
Moïse s'oppose à son oncle et refuse de contraindre ses ouvriers à travailler parce qu'il a demandé une mise en place du travail forcé. Donc les gens retournent travailler. Pas d'esclavage, mais ils sont obligés d'aller travailler. Euh, donc Moïse refuse de contraindre ses ouvriers à travailler, affirmant qu'il n'était pas l'exécuteur de sa propre race, que les personnes noires n'avaient pas encore acquis la liberté de travailler sur des terres blanches. Donc il ne voulait pas retourner travailler sur des terres blanches dans le cadre, dans une logique pour eux qui était toujours l'esclavage. Sauf que lui leur demande de faire tourner l'économie. Mais ils ne comprennent pas, ils ne sont pas d'accord. Moïse est appréhendé, jugé sans possibilité de se défendre, puis exécuté par l'ouverture. L'ouverture veut faire un exemple. Vous contrariez mes plans, vous ne comprenez pas ce que je fais, ben je vais passer à la méthode dure. Il réprime violemment l'insurrection, causant la mort de 1000 rebelles. Partagé par les actions de l'ouverture, l'équipe dirigeante se divise davantage. L'ouverture a perdu le soutien de la gauche, ce qui l'a affaibli. Il perd le soutien des individus blancs, mulâtres et noirs qui le soutenaient. Il était soutenu par certains blancs. Il y avait certains blancs qui comprenaient ce qu'il voulait faire, qui étaient avec lui pour rétablir une économie qui tourne. Même si l'esclavage disparaît, il y a quand même une économie qui tourne et qui rapporte de l'argent, sonnant et trébuchant. Mais les mulâtres le quittent, les blancs qui le suivaient le quittent et les noirs également. Donc il est de plus en plus isolé. Donc il s'isole de plus en plus. Du 24 au 31 octobre, le Français Leclerc met les voiles en direction de Saint-Domingue. Il dirige la plus grande armée expéditionnaire de France, composée de 20 000 hommes, autant que l'armée de l'ouverture quand elle était en cohésion. Maintenant, elle est segmentée et fragmentée, on va dire. Euh, donc 20 000 soldats européens, donc il n'y a pas que les Français, aussi des mercenaires, qualifiés de l'élite de l'armée française. Il faut comprendre que l'armée française a toujours utilisé des mercenaires. Sous Louis XIV, sous Louis XV, non pas sous Louis XIII, sous Louis XIV et sous Louis XV, il y a toujours eu des mercenaires. Rochambeau, donc c'est des gens qui viennent de partout qu'on paye, hein. C'est ça que ça veut dire. Rochambeau occupe le poste de second en commandement. Bonaparte, comme grand stratège militaire, donne à Leclerc des instructions détaillées. Et on connaît les instructions détaillées qui concernent la prochaine expédition des 3 prochains mois. Donc il dit à Leclerc, dans ces termes, au cours de la première étape qui une durée de 15-20 jours, il dit Leclerc, tu dois persuader les citoyens de Saint-Domingue de la bonne volonté, de la paix de la France, et de leur faire des bisous dans le cou, quoi. Donc il vient, Leclerc fera semblant que les troupes protègent la colonie, maintiennent le calme, ce qui leur permettra de débarquer et de prendre le contrôle des principales villes portuaires. Donc, on fait des bisous dans le cou et après on attaque tout. Deuxième étape, affronter les généraux. Il n'y a plus de bisous là. Là, les bisous, c'est fini. Les bisous, c'est quand on arrive, hein. Après, quand on arrive, quand on est là, il n'y a plus de bisous. Donc, affronter les généraux de l'armée rebelle afin de démoraliser les troupes et les priver de leur leadership. Donc, on coupe les têtes et il n'y a plus d'organisation. Étape 3, désarmer tous les individus noirs et mulâtres et de les réaffecter aux plantations afin de rétablir l'esclavage. Bonaparte a ordonné à Leclerc de ne pas mettre à tout individu de descendance africaine ayant occupé un rang supérieur à celui de capitaine de rester sur l'île. Toute personne qui a un grade supérieur à celui de capitaine doit quitter l'île. Donc, quitter l'île, les pieds devant. Ça veut dire, on le descend, quoi. Mais il y a un problème. L'ouverture, c'est un général. C'est un général de l'armée française. Il a un grade, il a un rang. Donc déjà, on sait déjà que pour l'ouverture, c'est fini. C'était déjà fini avant, mais là, c'est fini. 1802. Le 4 février, le général Christophe met le feu au Cap, le réduisant au cendres en prévision de l'arrivée des troupes européennes. Il écrit: la guerre la plus dévastatrice de toute l'histoire de Saint-Domingue venait de commencer. C'est le général Christophe qui est sous le commandement de l'ouverture. Le 6 février, Leclerc fait son entrée au Cap ayant subi des dommages. Il transporte une missive de Bonaparte demandant la reddition de l'ouverture. Donc il demande à l'ouverture de se rendre. En février 1802 et novembre 1803, Bonaparte déploie 80 000 soldats et 408 navires pour soutenir les troupes de Leclerc.
dont certains sont présents à Saint-Domingue depuis 1792. Des gens qui sont là depuis 10 ans. Il envoie 80 000 hommes. C'est absolument monstrueux. Donc, ça prouve l'importance de Saint-Domingue aux yeux des Français. L'ouverture informe rapidement ses dirigeants coloniaux que les Français rétabliront l'esclavage. Ces généraux font défection du côté des Français, après que toutes ces lettres aient été interceptées. Les régions septentrionales de Dessalines et de Christophe sont isolées. Ils ne peuvent pas aider. À la mi-février, Leclerc prend le contrôle du sud et environ la moitié de l'armée de l'ouverture. Donc, il faut comprendre que quand l'ouverture informe rapidement ses dirigeants coloniaux que les Français rétabliront l'esclavage, c'est vu comme une trahison, en fait. Parce que les gens se disent, mais ils le savaient. Pourquoi il ne nous a rien dit? Donc, ça veut dire comme s'il était tellement naïf qu'il n'avait pas vu le coup venir, ou soit qu'il était de mèche. Il y a un témoignage là-dessus, mais je ne l'ai pas retrouvé, malheureusement. La solution qui s'offre à l'ouverture est d'attendre la. Donc maintenant, ah oui, j'ai oublié de dire. Donc les régions septentrionales, donc les régions du nord de Dessalines et de Christophe sont isolées. À la mi-février, Leclerc prend le contrôle du sud et environ la moitié de l'armée de l'ouverture. Donc la moitié de l'armée de l'ouverture, les gens se sont rangés du côté des Français. Et les gens qui ne sont pas rangés du côté des Français, de Dessalines et de Christophe, sont dans les régions septentrionales, au nord. Mais ils sont isolés, ils ne peuvent pas aider. La solution qui s'offre à l'ouverture est d'attendre la saison des pluies. Il se dit, ben, je vais attendre plusieurs mois, la saison des pluies arrive, en espérant que les hommes de France tomberont malades, à cause de fièvre jaune, tout ça. Et durant les 15 premiers jours suivant l'arrivée de Leclerc, 2000 soldats européens ont été admis à l'hôpital, dont les 3 quarts étaient malades et le reste blessés. Encore, 500 hommes ont perdu la vie et 1000 hommes ont été blessés après 3 semaines. Leclerc doit demander un renfort de 6000 hommes supplémentaires ainsi que 2000 soldats par mois pendant 3 mois afin d'accomplir sa mission. Bon, il faut expliquer que Leclerc, c'est un incompétent. Et il veut se servir de Saint-Domingue comme un marchepied pour revenir avec les lauréats d'un chef militaire avec un grand succès et puis faire une grande carrière politique à côté de Napoléon et se remplir les poches. Le 24 mars, l'affrontement de la Crête à Pierrot, lors duquel les troupes européennes attaquent un fort de Dessalines, occasionne de lourdes pertes pour les Français. Pour pallier le retard de sa campagne, Leclerc souhaitait reprendre le fort et anéantir l'opposition occidentale. Les 1500 rebelles noirs de Dessalines font face à 12 000 Européens et colons. Dessalines prononce un discours inspirant, incitant ses compatriotes à se battre pour l'indépendance. Je vous prends à témoin afin que vous preniez courage. Les Français, les Blancs français, ne peuvent pas nous résister à Saint-Domingue. Ils combattront efficacement dans un premier temps, puis tomberont malades et périront en grand nombre. Écoutez attentivement, je vous prie. Dessalines vous trahirait 100 fois s'il se rendait. Je ne me rendrai pas. Soyez courageux. Et lorsque les effectifs des Français seront réduits, nous les harcèlerons et nous les battrons. Détruirons les récoltes et escaladerons les hauteurs. Il est impératif qu'ils partent. Vous serez autonomes, nous serons autonomes. Les individus de race blanche disparaîtront. Après 2 attaques de Leclerc, Dessalines mène un retrait de ses forces brillamment manœuvrées à travers les lignes ennemies qui sont 10 fois supérieures en nombre. L'incapacité de Leclerc à vaincre Dessalines et sa force de résistance à basculer en faveur des révolutionnaires. Donc à 10 contre 1, ils arrivent à renverser la situation. Incroyable. C'est un vrai génie, hein, Dessalines. Je ne sais plus quel schéma j'avais vu, la manœuvre militaire qu'il avait effectuée. C'était incroyable. En passant par le centre, il me semble, il avait percé un mouvement dans le centre. Incroyable. Le 25 mars, la France, l'Angleterre et l'Espagne concluent le traité d'Amiens, instaurant une période de paix je veux juste, je veux revenir là-dessus, mais je veux juste revenir là-dessus. Je veux revenir sur la situation avec Dessalines et Leclerc. Leclerc, c'est quelqu'un qui a fait une école militaire. Il est passé dans l'école militaire française, en passant toutes les grades, de passer de cadet, monter les grades et faire les écoles militaires une bonne partie de sa vie. Donc depuis le collège, il est à l'école militaire. Tout comme des gens comme Napoléon qui ont fait l'école militaire. Donc ce sont soi-disant des grands stratèges. Ils ont fait des grandes écoles militaires. Dessalines, c'est un ancien esclave.
Il n'a pas fait l'école militaire, lui. Hein. Mais il a l'intelligence et la réflexion de trouver le moyen de mettre à plat Leclerc qui a 12 000 hommes, lui, il en a 1 500. Donc, juste pour montrer que je dis bien que les personnes de l'époque, Dessalines, l'ouverture, Christophe, exceptionnel. D'intelligence, d'anticipation, c'est exceptionnel. Ok, le 25 mars, la France, l'Angleterre et l'Espagne concluent le traité d'Amiens, instaurant une période de paix de 14 mois au cours des guerres napoléoniennes. À ce stade, la France a repris le contrôle de nombreuses colonies qu'elle avait perdues ces dernières années. Donc tout le processus colonial de rétablir l'esclavage est en marche. Ils ont rétabli le contrôle sur tout ce qu'ils avaient perdu auparavant, à cause durant les guerres révolutionnaires donc là il y a les guerres napoléoniennes en Europe qui lui permettent de négocier, de récupérer les territoires. Donc en avril, l'ouverture et Christophe sont recherchés par les colons. L'ouverture tente à nouveau de négocier avec les Français et envoie Christophe pour s'entretenir avec Leclerc afin de connaître ses intentions. Christophe s'enfuit avec une troupe de 12 000 hommes, de l'artillerie et des explosifs. Parce que dans l'armée française, il y a des gens qui sont des soldats noirs qui sont allés dans l'armée française. Maintenant, Christophe a suffisamment d'influence pour prendre 12 000 soldats, les récupérer avec lui et il fuit en emportant des munitions, de l'artillerie et des explosifs. Leclerc propose à l'ouverture il lui propose un marché. Il lui dit, écoute, moi, ce que je te propose, c'est tu te rends, tu gardes ton personnel, tu gardes les gens qui sont autour de toi, tu gardes ton grade militaire et tes fonctions et aussi tes avantages. Et je te permets de te retirer dans le lieu de ton choix. Le lieu de ton choix, tu choisis où tu veux aller. On te sort d'Haïti. Tu pars avec tes honneurs et tu vas où tu veux, sain et sauf. L'ouverture, il dit, mince, j'accepte parce que là, je suis isolé. S'il continue de toute façon, il risque de perdre à nouveau, il perdra tout. Il perdra sa vie, il perdra tout. Donc, il se dit, bah, j'accepte. Également contraint de se soumettre, euh, Dessalines rejoint un contre-cœur les Français. Alors, je sais pas exactement s'il a vraiment rejoint les Français. Je pense qu'il fait croire qu'il rejoint les Français en disant, on va dire oralement oui, mais en fait, il prépare autre chose. Rompant ainsi avec ses liens avec l'ouverture, Dessalines plus belliqueux est d'avis que l'ouverture aurait dû expulser les Français et proclamer l'indépendance dès qu'il a eu connaissance de l'invasion de Leclerc. En fait, beaucoup considèrent que l'ouverture est un traître ou un faible ou qui avait une bonne vision mais qui n'est pas suffisamment fort mentalement pour vraiment s'opposer aux Français. Et Dessalines considère qu'il aurait dû le faire. Bon, en tout cas, Dessalines attend de se joindre aux Noirs et aux mulâtres pour expulser les Français. Donc c'est une manœuvre où ça lui permet de gagner du temps. Le 27 avril, un édit de Bonaparte rétablit l'esclavage et la traite des esclaves à la Martinique, à Tobago et à Sainte-Lucie. Donc le mouvement de rétablir l'esclavage est en marche. Bonaparte nie avoir rétabli l'esclavage à Saint-Domingue et en Guadeloupe. Lorsqu'il pensait que la campagne serait terminée 3 mois après son débarquement, Leclerc réalise que les difficultés liées à la conquête de Saint-Domingue et à son entière soumission à la domination française sont nettement plus redoutables que ce que Bonaparte avait jamais présumé. En fait, ce qu'on sait, c'est que Bonaparte avait dit, écoute Leclerc, c'est des minables, ce sont des moins que rien, ils connaissent rien. Il y a que l'ouverture qui est fort. Tu contrôles l'ouverture, tu arrives à battre l'ouverture, ce sera fini en quelques semaines. Sauf qu'il n'avait pas compris qu'il y avait Dessalines, il y avait Christophe, et il y avait des gens qui étaient bons, quoi. C'était vraiment une bonne armée. Donc, un tiers de son armée est déjà hors de combat. L'armée de Leclerc, c'est déjà, c'est une calamité, quoi. Ce qu'il est en train de vivre là-bas, lui, c'est une calamité. Et de nombreux soldats ont perdu la vie au combat. Entre-temps, entre 30 et 50 soldats européens décèdent quotidiennement dans les hôpitaux. Suite à la destruction des infrastructures de la colonie, les principales villes qui avaient été réduites en cendres offraient peu ou pas du tout de ressources, et les Européens ne disposaient d'aucun approvisionnement médical, de vêtements ou de chaussures. Ils n'avaient plus rien. Ils s'étaient livrés à eux-mêmes, quoi. En mai,
Alors, en fait, ils sont livrés eux-mêmes parce que aussi Napoléon, il a ses propres affaires, quoi. Il a les guerres napoléoniennes, il a envoyé plein de troupes là-bas, il se dit, bah, ils vont se débrouiller. Mais ils se débrouillent pas, donc, maintenant, ils sont livrés à eux-mêmes. En mai, afin de conserver sa position actuelle et de conquérir les montagnes du nord et de l'ouest, où l'armée de résistance est concentrée, Leclerc estime qu'il lui faut 25 000 hommes supplémentaires. Donc là, on est sur un tarif, là, c'est incroyable, quoi. Il était à 80 000, il va monter à 100, 105 000 hommes, et il n'arrive pas à se débarrasser de l'insurrection menée par des esclaves. Le gars, il est en panique. Il est lauréat de sa campagne militaire, là. En juin, il mentionne que chaque jour, les personnages de couleur deviennent plus audacieuses. Je ne dispose pas de la force nécessaire pour ordonner un désarmement général ou mettre en place les mesures requises. Le gouvernement doit commencer à envisager l'envoi de mon successeur. En fait, il est assez malin. Il demande, ah, remplacez-moi, j'en peux plus. Peut-être qu'il est malade, qu'il n'est pas bien. Mais c'est que si on voit un successeur, le gars, il va dire, donnez-moi plus d'hommes. Donc, il se dit, il va venir avec plus d'hommes. Et puis, je négocierai un truc comme quoi j'ai permis la réédition de Saint-Domingue, quoi, avec mon travail depuis quelques années. Le 7 juin, donc, Leclerc trahit son accord avec l'ouverture, où il avait dit tu vas garder tes rangs, tu vas garder ton personnel, je vais bien te traiter, tire où tu veux. Il le trompe, euh, donc il le trompe et emprisonne le gouverneur général. Donc Leclerc en fait il attire l'ouverture d'une réunion de discussion, le fait arrêter, le lie, il lui lie les mains, il lui lie les jambes là comme un cochon, comme un vulgaire cochon, et le balance comme un vulgaire criminel dans un bateau, et il l'envoie en France avec sa famille et son domestique, et il dit, bah, voilà ton traitement. Voilà comment on traite, voilà comment un général d'un général, comment il traite quelqu'un qui est noir. Donc c'est plus un général, c'est un noir pour lui. Donc pour lui, comme c'est un esclave, il le traite comme un esclave. Voilà. Maintenant, on va prendre un petit moment pour discuter du destin de l'ouverture, qui est triste et pour moi qui n'est pas représentatif de ce que la personne était, mais c'était une compétition entre Napoléon et lui. Et donc Napoléon a joué des coudes pour pouvoir le manipuler, pour pouvoir l'arrêter, quoi. Donc en septembre, environ un mois après son arrivée au fort de Joux, le fort de Joux, c'est Grenoble, c'est vers les Alpes, il fait très froid. Donc pour donner un exemple, ici au Canada, il fait moins 20 degrés, on a un froid sec. Donc quand on se couvre, ça va. Dans des coins comme Grenoble, s'il fait moins 10, vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez prendre du bois, vous pouvez faire brûler ce que vous voulez, vous aurez froid jusqu'aux os. Et vous pouvez chauffer ce que vous voulez, vous ne vous réchaufferez pas. S'il fait froid. Et le froid là, le froid humide, ça vous tue. Et donc il arrive là-bas, on le balance dans un cachot, et il y a Caffarelli qui est un représentant du gouvernement de Napoléon qui se présente. Il interroge l'ouverture au sujet de l'existence des fonds gouvernementaux que Leclerc prétendait, que Leclerc disait, bah c'est l'ouverture qui les a volés, mais on sait où sont les fonds. Aujourd'hui, on sait où sont les fonds. C'est Leclerc qui les a volés. La grande suspicion que les gens ont, c'est que c'est Leclerc qui a volé les fonds et qu'il a fait croire que c'était l'ouverture qui les avait pris. Les troupes de Leclerc avaient déjà saccagé les propriétés de l'ouverture à Saint-Domingue à la recherche des trésors dont il l'accusait, d'avoir caché. Mais c'est lui qui les a pris. L'ouverture a justifié son comportement en tant que général français. Il dit, mais moi, jamais je ferais ça. Je suis un général de l'armée française. Jamais je me comporterais de la sorte. Et il a directement déploré le traitement qu'il a reçu malgré son titre et son rang, parce il avait été il avait été renforcé par Napoléon comme gouverneur général. Et il avait son rang de général de l'armée française. Mais il dit que son arrestation était principalement due, et le traitement qu'il reçoit est principalement dû à sa couleur de peau. Donc, faut comprendre, le traitement, il est battu, torturé, voilà, tout ça, en fait. D'octobre à 1802 à avril 1803, conformément aux instructions, l'ouverture est déchue de son titre militaire et séparée de son serveur et ami Mars Plaisir. L'ouverture se plaignait du manque de bois de chauffage dans sa cellule, qui était souvent glaciale. On voit certaines images, on voit vraiment qu'il faisait vraiment froid dans sa cellule. Ce qui lui provoquait une toux presque constante.
Un de ses gardes a confirmé dans une lettre au ministre Louis Decret qu'il avait refusé les soins médicaux à l'ouverture parce qu'il était noir, déclarant que la constitution des nègres ne ressemble en rien à celle des Européens. C'est beau, hein? C'est ça, des gens qui respectent la condition des autres. C'est beau, hein? Et quand on pense que Napoléon va se plaindre, il va se plaindre quand on va l'envoyer à l'île d'Elbe ou à Sainte-Hélène, il va se plaindre en disant qu'il s'ennuie, que qu'il était un grand homme et que maintenant on le traitait comme un moins que rien. Comment il a traité l'ouverture. Comment il a traité l'ouverture comme un chien. Moi, ce type-là me dégoûte à un niveau incroyable. Euh, donc voilà, après plusieurs mois de maladie, le matin du 7 avril 1803, Toussaint Louverture, chef de l'insurrection à Saint-Domingue française, qui a conduit à la révolution haïtienne, a été découvert mort par un garde. C'est le citoyen Amiot qui l'a trouvé. Et lui qui avait décrit en juin 1803 l'état grave de l'ouverture, souffrant de fièvre constante, de maux d'estomac, de perte d'appétit, de vomissements et d'inflammation sur tout le corps. Il avait sûrement une infection pulmonaire qui est terrible. Donc, aucun médecin ne s'est rendu à son chevet de son vivant à Fort-de-Joux. Jamais. Il semblerait que l'ouverture soit décédée des suites d'une pneumonie et d'un accident vasculaire cérébral. Donc, il a fait une crise cardiaque ou un AVC. L'autopsie a révélé que ses deux poumons étaient remplis de sang. Dans les conditions dans lesquelles il est mort, moi, ça me fait tellement mal au cœur, là, Bon, en tout cas, on va revenir retour sur la Révolution à Saint-Domingue en 1802. Donc, il nous reste pas mal de choses jusqu'à 1804. Donc, on revient un petit peu en arrière. On était en juin. Là, on a arrêté Toussaint Louverture. On le lance dans un bateau. On l'envoie en France pour mourir en France. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a des mouvements populaires réapparaissent dans le Sud avec pour objectif d'expulser les Français. Les personnes noires et mulâtres constatent que malgré les affirmations de la France, Leclerc a bel et bien l'intention de rétablir l'esclavage. Ils le disent pas, mais les gens le savent. Maintenant, c'est clair. Puis, je pense qu'à l'époque, les gens sont pas vraiment au courant de ce qui s'est passé avec l'ouverture. Je pense qu'ils disent que l'ouverture est partie, qu'il a rejoint les Français ou qu'il s'est sauvé, mais ils sont pas vraiment au courant. En juillet, Leclerc rétablit la paix et la productivité et ordonne aux forces de la résistance de reprendre le travail en l'absence de l'ouverture. Bon, en l'absence. On ne sait pas ce qui s'est passé avec lui. Lorsqu'il tente de désarmer et de maîtriser les ouvriers, ces derniers se révoltent et rejoignent des troupes de guérilla marrons dans les collines, dans ce qu'on appelle les nègres marrons, qui sont dans les collines. Alors que la révolte se propage, de nombreux chefs rebelles dirigent plusieurs milliers d'hommes qui terrorisent les colons. À la fin du mois de juillet, les pertes militaires françaises sont dramatiquement accélérées par les ravages consistants de la fièvre. Ils vont dans une île tropicale, je ne sais pas à quoi ils s'attendaient. Saint-Domingue apprend que la Guadeloupe a rétabli l'esclavage sous le régime juridique français. Les commentaires des Africains ont blessé Leclerc, qui attribue désormais les échecs de son expédition à la réintroduction précoce de l'esclavage. En fait, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il fallait cacher le plus longtemps possible afin de rétablir certaines situations à Saint-Domingue, que les gens acceptent plus ou moins par la force de retourner à un travail forcé et après d'informer les gens que l'esclavage a repris ailleurs. Si les doutes initiaux subsistaient quant à l'objectif de la mission de Leclerc avec ses instructions secrètes, la restauration de l'esclavage en Guadeloupe, associée désormais à ces mesures visant à désarmer la population noire et les troupes, a dissipé de manière catégorique que tous les doutes qu'ils pouvaient avoir, laissant les masses avec un objectif impérieux, la destruction totale et permanente de la présence française à Saint-Domingue. En fait, maintenant, ils sont dans un mode, c'est eux ou nous. Et vous allez voir dans un instant que Leclerc va prendre la même position. Il va dire, c'est eux ou nous. Soit on rétablit l'esclavage et on se débarrasse de tout le monde, ou bien ce n'est plus possible. Le mois d'août, Saint-Domingue prend enfin connaissance de l'édit de mai de Bonaparte, rétablissant l'esclavage en Martinique, à Tobago et à Sainte-Lucie. Bonaparte garantit aux esclaves que la libération ne sera pas annulée à Saint-Domingue.
cependant qu'ils savent qu'il a rompu sa promesse en Martinique. Donc il a dit en Martinique la même chose, il a dit en Guadeloupe la même chose, mais il ment et tout le monde sait que Napoléon c'est un menteur patenté, il ment à tout le monde. L'annonce du rétablissement de l'esclavage dans d'autres colonies françaises a attisé la révolution à Saint-Domingue, naturellement. Après l'abolition de l'esclavage, des officiers noirs et mulâtres de l'armée française se joignent aux forces révolutionnaires et aux bandes de guérilla marrons, donc les nègres marrons. Révolte des esclaves contre les Français en augmentation dans le nord, s'organisant dans le sud, la peur blanche s'intensifie et les conspirateurs sont exécutés par douzaines, alors que l'insurrection se propage. Pour contrôler les personnes noires et métisses, les Français ont recours à l'intimidation et à l'escalade de la violence. Ça veut dire, on coupe des têtes, on démembre les gens. Si on les tue pas, on- vraiment on découpe les gens. Alors quand je dis démembrer, c'est-à-dire qu'on écartèle, on arrache tous les membres, on démembre les gens, on les laisse vivants, mais ils sont le témoignage de ce qu'on leur fait. On leur coupe une main, une jambe, on leur coupe un torse, on les laisse agoniser comme ça. Donc, faut comprendre que les Français sont maîtres dans la torture. Ce qu'ils ont fait au Cameroun, moi qui suis originaire du Cameroun, ce qu'ils ont fait au Cameroun, utiliser le napalm, quand ils ont vu les dégâts qu'a fait le napalm durant la guerre du Vietnam, ils ont utilisé le napalm au Cameroun, les massacres au Cameroun. Les Français sont les maîtres de la torture parce qu'ils ont même enseigné la CIA. Quand la CIA a voulu mettre en place des programmes de torture et d'apprentissage sur la souffrance humaine, ils ont fait appel à qui? Aux maîtres des maîtres, les Français. Les Français, durant l'Inquisition, la torture, la question ordinaire, c'était quelque chose de largement pratiqué. Donc la révolution est actuellement dirigée par des ouvriers ordinaires, non par les chefs militaires qui se sont battus pendant près de 10 ans. Ils sont fatigués, donc la relève vient. Mais ils sont toujours quand même des personnages importants qui donnent des instructions stratégiques et autres. La lutte qu'ils ont initiée en 1791 les avait profondément changés. Ils ne pourraient plus jamais être des esclaves. Donc faut être clair, les gens là, c'est fini. L'esclavage, c'est fini. C'est pour ça que c'est eux ou nous. C'est un petit peu ça l'idée. Malgré les revers, ces combattants se sont dispersés dans la région pour prêcher, recruter, se rassembler et élaborer des plans en vue de vaincre les Français. Toute la responsabilité de la résistance reposait désormais sur eux et ils pouvaient être fusillés, pendus, noyés ou gazés à mort pour avoir résisté. Mais rien n'y fait, ça leur fait plus peur. Quand les gens sont dans l'esprit de la liberté, c'est fini. Henri Christophe affirme que le péril pour la France réside dans l'opinion générale des Noirs. Ainsi, Leclerc prend conscience de quelque chose, qu'il doit éliminer tous les Noirs de Saint-Domingue pour atteindre son objectif. C'est un génocide. Mais je vais vous apprendre quelque chose. Alors, je pense que vous le savez. Depuis l'exploration et l'annexion des régions d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord, on parle de génocide de millions et des millions de morts en Amérique du Sud. En Argentine, c'était une terre où il y avait à la fois des Noirs, il y avait des Indiens. Aujourd'hui, il n'y a plus que des Blancs. Les descendants des Incas et des Mayas ont tous été massacrés. Les massacres des Amérindiens au Canada et aux États-Unis, c'est un génocide en tant que tel. On ne dit pas le mot aujourd'hui où il est prononcé, mais du bout des lèvres, mais c'est la vérité. Donc pour eux, massacrer tous les Noirs de Saint-Domingue, c'est pas un problème. Il dit que pour atteindre son objectif, c'est ce qu'il doit se fixer. Mais il va se fixer ça. Donc le 27 août, dans le sud, les individus de couleur se révoltent contre les individus de race blanche, profitant d'un effectif militaire insuffisant. Une milice noire dont de nombreux membres ont déserté les rangs français s'empare du fort de Saint-Louis durant la nuit et prend le contrôle de la ville. C'est la première fois qu'une ville était capturée avec succès avec des insurgés noirs dans le sud. Les soulèvements dans la région témoignent de l'implication croissante des soldats noirs et des officiers subalternes. Ces troupes
contraintes de combattre pour la France suite à la désertion de leur chef, utilisent leur position et leurs armes pour soutenir les mouvements insurgés. Donc de l'intérieur, il y a même des mouvements contre les Français. À ce stade, il apparaît de plus en plus évident que la France est progressivement en train de perdre sa campagne pour prendre le contrôle de Saint-Domingue. En septembre, une révolte générale se propage dans la région de Grande-Anse. Les nègres marrons descendent des montagnes, incendient 5 plantations et assassinent 6 contremaîtres. L'épidémie fait partie d'un complot beaucoup plus vaste, planifié sur un réseau étendu pour des activités insurrectionnelles. Un chef rebelle avait mis en place un vaste réseau d'espions et d'agents chargés d'exécuter ses instructions pour se rendre dans les plantations de la région. Persuadés des travailleurs que les Français étaient arrivés pour les remettre en esclavage, les inciter à se révolter contre leur gouvernement français et leur ordonner de se rassembler à Front Rouge à tout moment pour recevoir des ordres et des munitions. Les autorités françaises, en septembre toujours, les autorités françaises traquent les rebelles, éliminant toute personne qu'ils soupçonnent. Maintenant, c'est on tire à vue. Ils cherchent plus à savoir qui est qui. Ils tirent à vue. Parce qu'ils ont décidé que Leclerc a compris que pour atteindre son objectif, il doit tuer tout le monde. Donc il le fait dès maintenant. Bien que les rapports de Leclerc rassurent Napoléon quant à la situation est sous contrôle, d'après lui, alors que c'est pas du tout vrai, il ment. Les rebelles prennent de l'avance sur les Européens. À l'Est, jusqu'à 5000 soldats révolutionnaires se rassemblent. Des officiers et soldats noirs et mulâtres désertent avec l'équipement des troupes françaises et commencent à attaquer les villes. Donc ils prennent leurs propres équipements et ils attaquent les villes directement après. Des plantations entières sont laissées à l'abandon ou délaissées. Il y a plusieurs soulèvements à travers le sud. Le 2 octobre, maintenant, Leclerc prend vraiment conscience que pour atteindre ses objectifs, il est obligé de procéder à une réinitialisation complète de la colonie. Alors écoutez bien ça, en éliminant les rebelles, en important de nouveaux esclaves pour gérer les plantations. Il adresse un courrier à Bonaparte et il dit: si ma situation est passée d'une position favorable à critique, ce n'est pas seulement à cause de la fièvre jaune, mais aussi en raison du rétablissement prématuré de l'esclavage en Guadeloupe et des journaux et lettres de France qui ne parlent que de l'esclavage. Voici mon point de vue sur ce pays. Il est impératif d'éliminer tous les individus de couleur vivant dans les montagnes, hommes et femmes, en ne préservant que les enfants âgés de moins de 12 ans. Il est impératif de neutraliser la moitié des individus présents dans les plaines et de veiller à ce qu'aucune personne de couleur ayant porté une épaulette ne demeure dans la colonie. Donc, tous les enfants jeunes, tous les gens jeunes au-delà de 12 ans sont éliminés. Parce qu'ils sont en dessous de 12 ans, ils n'ont pas d'épaulette pour pouvoir tenir un fusil. Là, il faut éliminer tout le monde. Le 13 et 14 octobre, les dirigeants révolutionnaires tels que Dessalines et Christophe finissent par faire défection vis-à-vis des Français, emmenant avec eux des généraux noirs et mulâtres et lançant un appel général à l'armement. Une nouvelle armée révolutionnaire se constitue principalement d'ex-officiers et des soldats de rang noir. Les personnes noires et métisses commencent à forger une identité nationale autour de leur objectif commun d'expulser les Français. C'est ce que je disais par rapport à Dessalines. Il gagnait du temps parce qu'il était isolé. Il pouvait plus rien faire. Il attendait de pouvoir se réunir. Et en même temps, il l'incitait à la rébellion de l'intérieur. Et donc maintenant qu'il est en capacité de faire quelque chose, il agit. En novembre, Leclerc décède de la fièvre jaune. Avant son décès, Leclerc recommande à Bonaparte que Rochambeau lui succède. Il dit, c'est un individu intègre, un bon militaire. Mais il nourrit une aversion entre les personnes de couleur. Il hait les Noirs. Et Rochambeau est connu pour son extrême violence. Rochambeau assume le commandement en tant que gouverneur général de la colonie, adressant une demande à Bonaparte pour obtenir 35 000 soldats supplémentaires afin de vaincre, désarmer et repousser les populations noires. Il acquiert la réputation d'être impitoyablement violent et d'organiser des massacres, allant jusqu'à importer des chiens mangeurs d'hommes de Cuba pour chasser les Noirs. Mais en vérité, même les colonistes se plaignent de lui. Ils disent qu'il va tellement loin que les répercussions risquent d'être d'une violence terrible contre les colonistes. Parce que c'est pas lui et ses soldats vont subir ou ne pas subir, mais les répercussions derrière, la vengeance derrière, ça va être terrible. Et ça ne va pas manquer d'ailleurs. Le commandement des forces françaises échut donc à Rochambeau, au nom duquel et sur les ordres duquel tant d'atrocités de massacres de masse ont été commis, des actes horribles. Bon.
Je passerai les détails graphiques, mais il y a des images qu'on peut trouver sur les tortures, sur les massacres, démembrement, torture, assassinat ou ouverture de femmes enceintes, viol en masse et massacre. Donc voilà, c'est un homme intègre, un homme bien. Ouais. 1803, le mois de janvier. Rochambeau sollicite une autorisation spéciale pour proclamer immédiatement le rétablissement de l'esclavage alors que les Français perdent le contrôle d'une partie croissante de la colonie. Une rébellion éclate à Port-Salut dans le sud. Désormais alliés, les Noirs insurgés et les mulâtres frappent à tous les points à travers l'intérieur, toute la plaine en état d'insurrection, alors que les travailleurs noirs commençaient à raser les champs de canne à sucre et à incendier les plantations. Dessalines se sent menacé par l'indépendance des travailleurs et leur résistance à son autorité. En, ré- En réaction, il élimine les leaders indépendants qui refusent de se soumettre, argumentant qu'ils étaient devenus des obstacles à la liberté et donc devaient être éliminés. On est dans une phase militaire, donc il ne peut pas y avoir 10 chefs, il y en a un seul. Et il s'affirme comme chef en éliminant ceux qui ne veulent pas écouter. 7 avril, les troupes françaises entreprennent un ultime effort pour soumettre les forces rebelles. Les Européens se trouvent maintenant dépourvus de fonds et de provisions, les contraignant à échanger leurs munitions contre la nourriture vendue par les femmes locales qui elles-mêmes vont donner les munitions aux, à l'armée révolutionnaire. Les troupes sont fortement touchées par la fièvre jaune et affaiblies par la famine. Ils n'ont plus rien à manger. Dans la région de Grand-Anse, alors là, on parle même situation de cannibalisme où ils attrapent des Noirs et les situations de cannibalisme. On n'en parle pas trop, mais c'est relaté dans certains ouvrages où il y a du cannibalisme. Dans la région de Grand-Anse, bastion ultime des Français, une nouvelle insurrection éclate. Les foules de travailleurs noirs et des plantations et les fonctionnaires locaux incendient la région et propagent leur insurrection. Rigaud mentionne que le plus préoccupant est que Grand-Anse fournit à ses rebelles 25 à 30 000 travailleurs noirs, dont un quart a déjà combattu contre Rigaud pendant l'occupation. Donc ils ont une expérience militaire en plus. Donc là, ça va être, c'est la fin des haricots c'est la fin des flageolets, parce que les Français aiment beaucoup le gigot d'agneau avec les flageolets, donc c'est la fin des flageolets. Le 30 avril, le traité de la Louisiane est signé et la France cède son territoire nord-américain aux États-Unis. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la vente marque le retrait de Napoléon Bonaparte de l'hémisphère occidental, ainsi que ses troupes sont vaincues à Saint-Domingue et qu'il tourne son attention vers d'autres régions. C'est fini en fait. Lui, il sait que c'est fini, mais il le dit pas à Rochambeau. Il dit à Rochambeau, continue mon gars, t'es dans la bonne voie. Dans les mois à venir, le général Rochambeau et ses troupes subissent des défaites allant du sud au nord, mais Napoléon le laisse se débrouiller. Le 18 mai, Dessalines conçoit le drapeau haïtien à Arcahaie, ou Arcahaie. Il arrache le tissu blanc du tricolore français, le rouge et le bleu symbolisant l'unité des Noirs et des mulâtres contre les Blancs. C'est ainsi que naquit le drapeau haïtien. Les généraux noirs et mulâtres prêtent serment de fidélité à Dessalines, formant ainsi une alliance interclassique pour combattre leur ennemi commun. Pourquoi? Parce qu'il y a cette pseudo-classe moyenne, les, les individus les individus noirs mais libres, et il y a les gens qui sont issus directement de l'esclavage comme Dessalines. Et donc cette alliance donc les gens pensaient que la classe moyenne allait diriger, mais ils sont surpassés par la qualité des Dessalines, de Christophe ou des gens comme Toussaint Louverture, mais Toussaint Louverture il est mort déjà. Jusqu'à présent, la fête drapeau, ou journée du drapeau, est une fête nationale célébrée en Haïti. Au mois d'août, les troupes françaises se retirent de Jérémie dans le sud. Le 17 octobre, l'armée révolutionnaire prend le contrôle des Cailles des Quais dans le sud. En novembre, lors de la bataille de Vertières, le général Rochambeau se rend à Dessalines après avoir perdu le combat, acceptant un cessez-le-feu à condition que les troupes françaises évacuent dans un délai de 10 jours. Donc il demande, euh, il demande de la clémence à un noir alors qu'elle est noire. Ça doit le ronger de l'intérieur, ça. Tant pis pour lui. Hein. Encore aujourd'hui, la bataille de Vertières est célébrée comme un jour
férié national en Haïti le 18 novembre. Au cours de la campagne initiée par Leclerc, la France a subi la perte de 50 000 hommes et au nom de l'esclavage. Mais alors, 50 000 hommes, c'est au bas mot. C'est au bas mot. Je pense que c'est beaucoup plus, mais la France veut toujours garder le port altier, toujours gonfler la poitrine pour montrer qu'ils sont forts. Elle a perdu ce qui a été, par contre, la colonie la plus riche, la plus prospère des Caraïbes. Dans le monde entier, on considère que la, la qualité des produits, la richesse du sol d'Haïti en faisait la colonie la plus prospère au monde. C'est pour ça que les Français, les Espagnols les Anglais, les Français, les Espagnols se battaient pour le contrôle de Saint-Domingue. Le 28 novembre, les troupes françaises restantes évacuent Mol Saint-Nicolas dans le nord. Le 30 novembre, Dessalines, à la tête de 8000 hommes, s'empare du Cap, officiellement nommé Cap français, et le rebaptise Cap haïtien. Rochambeau capitule et prend la fuite. Parce qu'en fait, Rochambeau, il a voulu gagner du temps en disant donnez-nous 10 jours, on va partir. Mais il est resté plusieurs mois pour continuer à faire des troubles. 1804, le mois de janvier, à Gonaïves, Dessalines proclame l'indépendance d'Haïti, marquant ainsi la naissance de la première république noire en dehors d'Afrique. Il publie une déclaration d'indépendance signée par lui-même et Christophe, et la colonie de Saint-Domingue est abolie à tout jamais. Christophe deviendra par la suite président d'Haïti de 1807 à 1811, puis s'autoproclamera le roi Henri I de 1811 à 1820 dans le nord d'Haïti. Le nom d'origine taïno d'Haïti a été officiellement rétabli. La proclamation constituait une reconnaissance formelle de l'autodétermination des individus divers et ordinaires qui composaient les masses noires. Bien que Haïti soit un pays indépendant, les Haïtiens redoutent toujours une invasion par des forces étrangères. Les troupes françaises demeurent présentes dans la partie orientale de l'île d'Espagnola. La France mène actuellement des actions de lobbying auprès de l'Angleterre, de l'Espagne et des États-Unis afin d'isoler Haïti sur le plan commercial et diplomatique. La France souligne que Haïti représente une menace pour le système de plantation et les propriétaires d'esclaves des pays en question et des colonies en question. La communauté internationale a rejeté Haïti, ce qui a été un facteur majeur contribuant à l'appauvrissement ultérieur du pays avec des répercussions durables encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que il n'y a plus de possibilité militaire. Parce qu'ils savent que les gars qui ont fait la guerre d'indépendance en Haïti sont tellement forts, ils ont mis une raclée à la France. La France est la première armée du monde. À l'époque, il n'y a pas une armée qui peut faire face à la France. C'est le pays le plus peuplé en Europe, qui a les stratégies militaires les plus avancées. Et malgré ça, Haïti leur a mis une volée. Mais c'est pas une petite volée, ils leur ont mis une volée. Et donc là, les gens ont peur d'aller à Haïti. La vérité, c'est qu'à un moment, la France essayait de négocier une coalition internationale pour aller attaquer Haïti. Les gens n'ont pas voulu aller. Les Français étaient prêts à retourner pour faire une revanche, surtout Napoléon, parce qu'il voulait leur mettre une raclée, mais personne n'a voulu aller parce franchement, ils avaient peur. Donc, suite à l'indépendance, la France contraint Haïti à verser 112 millions de francs en réparation en échange de son indépendance, en raison des pertes de vie humaine françaises et des biens. Car les biens, c'est les biens marchandises commerciales. Et bien sûr, les esclaves. Ça rapportait beaucoup d'argent. Cela fut désigné sous le nom de double dette d'Haïti. La rançon et le prêt pour la payer. Un fardeau impressionnant qui a renforcé le naissant système bancaire international parisien. C'est ça qui a créé qui a renforcé le système bancaire international parisien qui va être la Banque de France. Ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo sur Napoléon et sur la création de la Banque de France. C'est à pleurer de rire. Et a contribué à consolider la trajectoire d'Haïti vers la pauvreté et le sous-développement. L'accumulation de dettes a contribué à plonger Haïti dans un cycle d'endettement qui a entraîné le pays pendant plus de 100 ans dans un déclin économique, amputant une grande partie de ses revenus en réduisant sa capacité à construire les institutions essentielles et l'infrastructure d'une nation indépendante, parce qu'elle avait besoin de se construire, elle avait besoin de fonds.
Les Haïtiens ont versé environ, en dollars actuels, près de 560 millions de dollars. Cependant, cela ne prend pas pleinement en compte les véritables pertes. Si cet argent intéressé dans l'économie haïtienne avait augmenté au rythme réel du pays au cours des 2 derniers siècles, au lieu d'être envoyé en France sans aucune contrepartie en biens ou services, il aurait ajouté un montant impressionnant de 21 milliards de dollars à Haïti au fil du temps. À l'époque, c'est une somme phénoménale, même en tenant compte de sa corruption et des gaspillages notoires. Parce que, naturellement, quand il y a une situation économique difficile, ça crée quoi? De la corruption à un niveau extrêmement rapide. Moi qui suis originaire du Cameroun, je le sais. Au Cameroun, c'est le pays le plus corrompu au monde. Pourquoi? Parce qu'il y a une gabegie pas possible. Et donc, résultat, la corruption, on est partout, à tous les niveaux de l'État, ou à tous les niveaux de la vie. Donc ça, c'était un paragraphe qui venait du journal du New York Times de l'année 2022. Okay. Donc en janvier-février de l'année donc 1804, Dessalines ordonne l'extermination des résidents français restant en Haïti après leur avoir promis protection. Les personnes noires et mulâtres, la plupart étant d'anciens esclaves, se vengent des Blancs. Jusqu'à 4000 d'entre eux sont tués. On parle entre 4000 et 10 000, bon, ça dépend. Ils sont encouragés par Dessalines qui a prononcé de manière célèbre « Coupe-tête, brûle-quai », signifiant couper leur la tête et brûler leur maison. Dessalines, le 8 octobre, Dessalines est nommé empereur Jacques Ier d'Haïti. Le 20 mai 1805, Dessalines a approuvé la... Alors, moi, j'ai un regard personnel là-dessus, c'est que passer d'une telle bataille pour devenir une république, pour après passer une royauté... Bon, de toute façon, toutes les transitions révolutionnaires sont difficiles. Moi, ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est passé en France, surtout en France, c'était n'importe quoi. Et bon, je l'expliquais dans mon analyse là sur les révolutions américaines et françaises. Mais donc, je suis un petit peu déçu que ce soit passé une royauté, mais bon, les transitions sont difficiles. Donc, le 20 mai 1805, Dessalines a approuvé la première constitution d'Haïti pour renforcer l'unité nationale et rassembler les différentes factions du pays. La constitution affirme que tous les Haïtiens sont de couleur noire. La constitution confère également une légitimité au régime de Dessalines, en légalisant les structures mises en place depuis l'indépendance, dont certaines structures qui sont conservées par ce qui a été mis en place par l'ouverture. La Constitution réaffirme de manière permanente l'abolition de l'esclavage, la liberté et l'égalité de tous les Haïtiens, et surtout le droit inaliénable des Haïtiens à la propriété foncière. La réponse internationale. Alors, la révolution haïtienne a suscité la peur et l'effroi. Ils se disaient, les Noirs ne sont pas des êtres humains, ils ne sont pas capables de faire une guerre face à la France. Mais au sein de la communauté internationale, ils voient que c'est pas une défaite que prend la France, c'est une raclée monumentale. Donc, la France en particulier était déterminée à réprimer la rébellion, elle a voulu tenter une coalition internationale pour rétablir le contrôle sur l'île, et ils ont proposé un partage même du territoire d'Haïti, mais ça a été refusé parce que les gens avaient peur. Mais sincèrement, hein, il y avait une peur d'aller en Haïti, s'ils savaient que c'était une armée vraiment capable. Cependant, malgré de nombreuses tentatives, la France est finalement révélée incapable de faire une action concrète. Donc, Haïti est là, ne bougera pas, mais elle a été finalement l'objet du hold-up du siècle, comme je le disais auparavant, par les Français qui a systématiquement isolé de tout développement économique, financier, commercial et même politique, et même géopolitique, mais elle a préservé son indépendance malgré tout. Mais il y a un aspect géopolitique que je vais expliquer dans la partie 3, qui est un peu plus long, c'est un peu complexe à expliquer, mais je vais tenter de l'expliquer. Maintenant, peut-on poser ces questions-ci? S'agissait-il d'une révolution pour la classe moyenne? Alors, ce qui est le cas dans la révolution américaine et la révolution française. On voit une importance de la classe moyenne ou de la bourgeoisie au transfert de pouvoir en France, mais également la classe moyenne et l'élite américaine qui souhaitait la prospérité, s'enrichir, ne pas être restreint par le carcan de l'Empire britannique. Donc on voit que dans ces deux révolutions-ci, il y a une grosse influence de la bourgeoisie et de la classe moyenne. Donc peut-on poser la même question pour Haïti? Les personnes libres de couleur en Haïti, qui descendaient d'unions de races mixtes,
dont étaient des métis comme moi, étaient fréquemment perçus comme une pseudo-classe moyenne. Ils bénéficiaient de certains privilèges par rapport aux personnes esclaves. Cependant, ils étaient toujours sujets à la discrimination et à l'exclusion sociale de la plupart des colons blancs, ce qui a créé une volonté d'indépendance ou d'émancipation et d'indépendance après. Tout comme leurs homologues lors des révolutions américaines et françaises, les personnes libres de couleur à Haïti ont cherché à obtenir une représentation politique accrue et des droits plus étendus. Ils ont été inspirés par les idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité qui étaient promus en Europe et en Amérique. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Les révolutions américaines et révolutions françaises ne sont que des mots. Ne sont que des mots. Maintenant, on essaye d'échapper à un carcan entre blancs, mais cette vision universelle de liberté et d'égalité n'existe que pour les blancs. Ce n'est pas accessible aux autres. Les Amérindiens ne sont pas considérés dedans. Les Noirs ne sont pas considérés dedans. Donc, ça veut dire que toutes les colonies qui faisaient partie de l'Empire français en Asie, en Afrique, ne sont pas considérées dedans. Cependant, la différence des révolutions américaines et françaises qui ont été principalement dirigées par la classe moyenne, comme je le disais, la révolution haïtienne était essentiellement une rébellion d'esclaves. Les personnes de couleur loup ont joué un rôle important dans la révolution. Cependant, elles ont été contournées ou simplement dépassées par des leaders esclaves exceptionnels, avec une intelligence hors du commun pour moi, comme Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines et puis euh, Henri Christophe. Malgré leur pouvoir politique limité, les personnes de couleur libre ont contribué au mouvement révolutionnaire en fournissant du leadership, parce qu'il y a aussi des capacités de leader, des ressources et un soutien, quelquefois financier, quelquefois de logistique. Leur combat pour l'égalité et la représentation a contribué à inspirer la rébellion plus générale et a ouvert la voie à l'établissement d'Haïti en tant que nation indépendante. En ce qui concerne l'ouverture, pour moi, c'est un expert en stratégie dans tous les domaines, politique, militaire et économique. Il n'a pas su appréhender la nature perfide de la France, de mon point de vue. Il n'a pas compris qui étaient les Français. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas vécu en France, il ne connaît pas les Français directement, en fait. La France qui n'avait jamais eu l'intention de respecter sa parole concernant l'émancipation ou l'acceptation d'un Saint-Domingue libre, ou même affilié à la France, mais libre, malgré les efforts de l'ouverture pour sécuriser des alliances commerciales avec l'Espagne et les États-Unis. Incompris par ses propres frères, il fut isolé avant d'être capturé sans honneur par les Français, qui refusèrent de reconnaître à la fois son rang et sa valeur. Alors, pour moi, ça va même au-delà de ça, parce que le mépris total pour la vie de l'ouverture, manifesté par ses ravisseurs, n'est qu'un exemple parmi de nombreux autres, témoignant du fait que les professionnels de la santé aux États-Unis ou en Europe occidentale ont historiquement ignoré, minimisé ou négligé la souffrance physique des personnes noires, souvent avec des conséquences fatales. Est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est l'esclavage? Est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est le code noir? Mais aujourd'hui, un Européen ou même un homme blanc qui vient d'Amérique du Nord ne traiterait pas son chien comme ça. Parce que son chien va se rebeller. Je vais donner un exemple simple. On prend un orque. Vous mettez un orque dans un cercle aquatique. Lui, à un moment, il en a marre, il bouffe son dompteur. Un être humain, c'est un être qui est fondamentalement libre, spirituellement et physiologiquement. Il a besoin de se sentir libre d'entreprendre. Quand on refuse de reconnaître l'homme noir comme étant un être humain, on lui refuse toute forme d'émancipation, toute forme d'idées nouvelles, de se laisser aller à son invention qui le caractérise. Donc, est-ce qu'on se rend compte des méfaits qu'ont eu à la fois le racisme, mais également l'esclavage et l'esclavage et puis le code noir entre le transport d'Afrique jusqu'en Amérique. Vous voyez l'image, comment on disposait les esclaves, des gens qui survivaient à peine du voyage. Quand ils arrivaient, ils étaient encore traités comme des animaux. Est-ce qu'on se rend compte du mal qu'on a fait?
Est-ce que les Blancs se rendent compte même du mal, mais profondément qu'ils ont fait partout envers les Africains, les Amérindiens, les Américains, les Amérindiens du Sud, les Asiatiques? Est-ce qu'ils se rendent compte du mal qu'ils ont fait? Et n'ayant la moindre forme de repentance quelconque. Moi, je trouve ça hallucinant. En tout cas, il y a des leçons douloureuses, pertinentes pour notre époque dans l'histoire de la mort de l'ouverture concernant l'incarcération disproportionnée et injuste des hommes noirs, le lien entre le refus de soins et la négligence carcérale ainsi que la dangerosité du racisme. Alors, je l'ai répété dans les racines du racisme. Le problème du racisme, c'est un poison. C'est un poison fondamental. Pourquoi? Parce que il instille l'idée qu'il y a une différence entre les êtres humains. Il n'y a pas de différence entre un être noir, un être jaune, un être rouge, ou même un être bleu, vert, tant qu'il est humain. Il n'y a pas de différence. Dans les 5 preuves de l'existence de Dieu, je prouve que l'ADN entre êtres humains est commun à 99,9%. Il n'y a que 0,1% de différence. Donc il n'y a pas de différence. Mais le problème du racisme, c'est que ça instille le poison à l'intérieur en disant que je ne veux pas de l'autre parce qu'il est différent. Mais nous devons dépasser ces clivages. Ce qui est le passé, malheureusement, on ne peut pas le changer. Quelqu'un m'a dit une fois qu'il faut ne pas oublier, ne pas pardonner. C'est vrai. Mais il faut aller de l'avant et considérer que maintenant, les choses doivent être différentes. Et la dangerosité du racisme, c'est que nous ne devons pas reproduire ce que nous avons subi avec nos ancêtres. Jamais. C'est la leçon qu'on doit tirer. En tout cas, c'était une bonne partie 2, n'est-ce pas? On se retrouve dans la partie 3, qui sera plus courte.